L'approche programme exige de nous. Et le verbe est fort, exiger des professeurs, parce qu'on n'aime pas qu'on nous exige, en général, comme être humain, mais encore moins quand on est professeur, exige de nous le décloisonnement et ne pas travailler tout seul et savoir qu'on compte sur une équipe. Et savoir qu'on compte sur une équipe et leur faire confiance a été très important. Dans cet épisode de Convergence, ensemble vers l'approche programme, je discute avec Christine Baillargeon, Catherine Baron et Marie-Claude Bernard des défis et des succès de leur démarche au sein de la Faculté de sciences de l'éducation. Elles nous partagent leur expérience sur la mobilisation de l'équipe programme, le leadership partagé et l'intelligence collective. Des stratégies qui ont permis de briser des silos et d'aligner les actions avec la vision du programme. Restez à l'écoute pour connaître les étapes clés de leur parcours et de quelle manière la collaboration peut transformer un programme d'études pour mieux soutenir la réussite étudiante. Je vous présente nos invités. Agente de recherche et de planification à la Faculté des sciences de l'éducation, Madame Catherine Baron, soutient activement l'équipe de direction dans l'élaboration et l'évaluation des programmes d'études. Rigoureuse et engagée, elle contribue à améliorer la formation initiale des enseignantes et des enseignants, notamment par la formation pratique. Étudiante à la maîtrise en administration et politique de l'éducation, elle comprend bien les défis actuels et s'intéresse aux enjeux entourant la gouvernance de l'éducation. Bonjour Catherine, merci d'être là. Également passionnée de l'éducation, Madame Christine Baillargeon a enseigné au secondaire et a occupé des postes de direction scolaire. Actuellement agente de recherche et de planification, également à la faculté, elle est reconnue pour sa capacité à mobiliser des équipes et à créer une vision éducative inspirante. Candidate à la maîtrise en administration et politique de l'éducation, elle s'intéresse particulièrement à la revalorisation de la profession enseignante et au développement des projets éducatifs. Bonjour Catherine. Bonjour Christine, oui. Bonjour Natacha. Bonjour Christine, merci d'être là. Plaisir. Madame Marie-Claude Bernard a terminé en août dernier un mandat de 4 ans comme directrice des programmes de formation en l'enseignement au secondaire. Serviable et résiliente, elle l'inspire par son dévouement. Professeure titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à la Faculté des sciences de l'éducation et chercheuse au Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire, qu'on appelle le CRIRES. Ses recherches portent sur les rapports au savoir, l'utilisation des récits de vie et l'analyse de la vulnérabilité, ainsi que des questions sociales et éthiques liées au savoir scolaire. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Natacha, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir, puis ce sera une grande joie de partager ce moment d'échange avec vous. J'aimerais ça qu'on commence en parlant, en fait, de ce contexte initial ou des enjeux qui ont motivé votre travail de collaboration. Tout à fait. Notre point de départ, en fait, de ce projet-là, c'est l'évaluation de mi-parcours du programme ou des voies du programme de baccalauréat en enseignement au secondaire. Donc, c'est l'élément initial qui a fait en sorte qu'on a dû se poser des questions, puis on en est venu à collaborer, puis évidemment aller chercher d'autres ressources autour de nous aussi. Faut savoir que le contexte des programmes en enseignement au secondaire, c'est des contextes qui sont particuliers. C'est pas un programme régulier où il y a un baccalauréat avec 90 crédits. Donc, c'est des bacs de 4 ans. Il y a 120 crédits. Il y a 5 voies, donc 5 voies de formation disciplinaire, par exemple, en français, mathématiques, etc. Dans ce contexte-là aussi, on a à collaborer avec d'autres facultés. Donc, déjà, l'évaluation, c'est un gros projet, mais en plus, et il faut penser qu'on a à collaborer et à travailler tous les jours dans ce contexte-là avec toutes sortes de gens. Donc, puis dans le contexte un peu plus global, dans mon travail, je dois soutenir la direction de programme, mais aussi collaborer avec mes collègues conseillers pédagogiques, à la gestion des études, mon autre collègue agente Christine, pour soutenir justement Marie-Claude, parce que c'est sur ses épaules à elle que repose le rapport d'auto-évaluation du programme. Absolument. Okay, voilà. Actuellement, sociétalement, le contexte externe à l'évaluation est venu ajouter une dimension de plus à cette réalité-là de l'évaluation. Puis c'est un peu pour ça que je suis arrivée en scène, là, puis que Catherine est venue vers moi en me disant, comment on peut aider cette équipe-là à ne pas seulement réfléchir le travail d'évaluation de programme au regard de l'obligation de faire l'évaluation, mais parce que socialement,
en éducation, il se passe quelque chose présentement. On a un besoin majeur, tu sais, de réaligner les choses en fonction des besoins du milieu, les besoins du terrain. Tu sais, on parle beaucoup de pénurie présentement, le contexte là, du projet de loi 23, donc les instances bougent beaucoup. Alors, il y avait un contexte interne, mais il y a un contexte externe aussi qui venait faire une pression peut-être là, sur cette démarche-là qu'il fallait entamer. Là. L'approche programme exige de nous. Et le verbe est fort, hein, exiger des professeurs, parce qu'on n'aime pas qu'on nous exige, en général, comme être humain, mais encore moins quand on est professeur, exige de nous le décloisonnement et ne pas travailler tout seul et savoir qu'on compte sur une équipe. Et savoir qu'on compte sur une équipe et leur faire confiance a été très important. Catherine venait d'arriver, Catherine Baron, mais j'avais déjà un bon rapport avec l'agente de recherche et de planification qui avait travaillé avant elle. Donc, je savais déjà l'apport considérable de ces personnes qui travaillent souvent sans beaucoup d'éclairage sur elles, qui sont un peu effacées du travail dans les programmes, mais qui sont essentielles pour le VISDECANA notamment, mais pour la direction de programme et l'articulation entre les deux. C'est très riche, cette relation de confiance. C'est ce qui permet de faire avancer, parce que quand on réaligne, on est dans une conduite du changement, puis ça, c'est pas simple. On parle de votre collaboration. Pour nourrir cette collaboration, j'imagine qu'il faut s'offrir des moments de réflexion, des moments de travaux communs. Est-ce que ça, c'était un enjeu ou ça s'est assez bien coordonné dans votre quotidien? Ça s'est très bien coordonné dans notre quotidien. Donc, d'abord, la rencontre personnelle, se connaître, savoir qui est qui. La relation personnelle, elle est essentielle et souvent trop oubliée, même si elle est essentielle, incontournable et qu'on le sait. On est dans un monde où l'efficacité prime, où il faut des résultats rapides. Mais si on va travailler ensemble, arrêtons-nous quelques minutes et sachons qui est qui, comment elle va, où est son bureau, comment ça se trouve, etc., si elle est à l'aise. Par la suite, les rencontres pouvaient se faire en présentiel, mais à distance souvent, en se disant, je commence, tu continues, un petit mot pour dire, j'ai avancé sur cette partie-là, je te laisse la suite. Et voilà, la communication a toujours été très facile. La base de la communication, en fait, ça a démarré à la première étape du processus d'évaluation qui demande de consulter, en fait, tous ceux qui sont concernés par le programme, donc les employeurs, les diplômés, les étudiants et l'équipe enseignante. Nous, ensuite, on reçoit ces résultats-là de sondage. Puis c'est à partir de ce moment-là où Marc-Claude et moi, on commence à discuter de ces résultats-là et que là, on doit communiquer ces résultats-là à toutes les autres personnes qui sont concernées ou qui seront concernées par les changements à venir. Ouais. Puis, Marc-Claude, dès le départ, là, quand on a fait le ménage un peu dans ces résultats-là, des données quantitatives, mais aussi qualitatives, donc des commentaires écrits, Marc-Claude s'est empressée d'être très transparente, de communiquer ça lors de l'assemblée départementale, d'aller faire une présentation, de communiquer de vrais résultats pour déjà d'emblée motiver les troupes et de dire, voyez, on a ces données-là, maintenant, il va falloir faire quelque chose. Sans tout de suite soulever des problèmes, soulever des solutions, mais juste informer. Voici ce qui s'en vient, voici ce à quoi j'ai été confrontée. Et il faut le dire, les résultats de l'évaluation, au départ, nous ont ébranlé un peu. Oui. Il y avait un besoin de changement dans ces programmes-là. Comme Christine le disait tout à l'heure, un besoin de réalignement avec la réalité, avec la société, un besoin de réflexion, un besoin de changement impératif. Moi, c'est quelque chose qui m'a touchée beaucoup parce que tout à l'heure, on en a parlé. Nous, on a des satellites, on a plusieurs facultés avec lesquelles on interagit. Ça demandait beaucoup de courage de gestion, beaucoup de courage managérial de la part de la directrice du programme de dire on fait ce travail et on va dans chaque coin, on adresse les choses, on dit en dépersonnalisant, mais on s'entend tout le monde pour dire nous devons amorcer un changement et nous devons le faire ensemble. Et ça, je crois que c'est une clé importante à noter, le courage managérial au regard des résultats et au regard des besoins de procéder
au changement et de le nommer en grande transparence. Là. Absolument. La confiance doit sécuriser la relation que vous avez entre vous. Nécessairement, ça doit porter cette équipe qui doit se rallier à vous par la suite. La confiance et la communication, je dirais. Et là, le rôle de Christine était très important parce que le vice-décanat et le décanat qui sont interpellés directement par les résultats des programmes et par les évaluations, on ne peut pas les déranger chaque 5 minutes pour communiquer comment ça va. Et donc, ces deux personnes, autant Christine que Catherine, avec le contact fréquent qu'ils ont avec la doyenne ou avec la vice-doyenne de la faculté, m'ont beaucoup aidée. Et je savais qu'elles avaient ce contact, ce qui fait que la communication, elle est un ingrédient, je dirais, très important aussi. Tout en soignant ce qu'on dit et à qui on le dit. Donc la communication, elle a été essentielle, mais on est allé par étapes. Avec Catherine, on s'est dit, oui, c'est ébranlant. Même la vice-doyenne a versé quelques larmes, me semble-t-il, lorsqu'elle a lu certains commentaires. Mais on s'est dit, on va pas se précipiter, on va le faire vite, mais bien. C'est-à-dire que avant d'avoir fait le tour de tous les commentaires, on ne va pas en parler. On va anonymiser, on va présenter les choses en sachant aussi mettre de l'avant ce qui est réussi et ce qui doit demeurer, mettre de l'avant ce qui ne pose pas de problème, ça va sans plus, et ce qui est impérativement important de changer. Et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé de façon très intéressante pour recueillir les commentaires qui étaient les plus... comme quand on fait de la recherche et qu'on a des verbatim et qu'on doit soutirer des extraits qui sont parlants. Et ça, on l'a fait tout au long, de façon collaborative, Catherine et moi. Mais on avait ouvert... Je ne sais pas si dès le début, on avait ouvert ce Teams pour toi, pour que toi aussi, Christine, tu puisses voir où on en était de cette analyse. Peut-être pas au début sur les résultats, mais moi, Catherine, elle est venue me voir. Je pense qu'elle était consciente qu'il y avait un travail de mobilisation. Oui. Et elle a dit, OK, on s'en va vers une démarche qui est assez costaude, qui risque d'ébranler. J'ai besoin de réfléchir à une stratégie de communication, comment on va rallier les gens autour, comment on va fédérer l'équipe autour de ce changement-là, de susciter une humilité professionnelle, d'accueillir les résultats. Et je pense que c'est ce soutien-là, beaucoup, là, que j'ai apporté comme un soutien stratégique à quelle démarche on déploie, quel type de leadership on déploie pour ne pas apeurer les équipes puis qu'ils restent mobilisés dans le changement. Et il faut dire que Catherine et moi, nous avons fait ce programme. Donc, on avait aussi une vision en fait, on adhérait à cette idée de changement aussi, tu sais. Alors, de l'avoir fait, ce programme-là, ben, ça a contribué aussi à donner un élan de changement aussi, là. Ça, c'était très important. C'était éventuel. C'était pas une raison pour laquelle on les avait embauchés, bien entendu. Mais ça faisait en sorte de dire, ça fait 10 ans qu'on n'avait pas fait d'évaluation. Ça fait plus de 10 ans qu'une d'entre elles avait fait le programme, l'autre moins de 10 ans, mais de dire, il y a des commentaires qui me rejoignent complètement. Et ça faisait mal, je veux dire, mais c'était une façon de dire, il faut s'y pencher, il faut y remédier, il faut créer une stratégie pour le changement. Quand c'était négatif, bien sûr. Quand c'est des choses qui allaient bien, ben, on était tout reconnaissants. Vous avez travaillé cette stratégie-là? Quand vous êtes arrivé à la présenter à l'équipe, est-ce que ça s'est bien passé? Voilà, la présentation. Peut-être que je vais en parler, parce que là, il fallait décider aussi qui le fait. Comme direction de programme, comme directrice de programme, on peut prendre beaucoup le devant de la scène, ou pas, ou le partager. Et ça nous revient. Ma décision, c'est plutôt de montrer que ça a été fait de façon participative. Et dans le cas de Catherine, on s'est posé ouvertement la question ensemble. Est-ce que tu aimerais le faire? Est-ce qu'on le fait ensemble? Est-ce qu'une partie à toi, une partie à moi? Et ça a été aussi quelque chose de précieux de savoir si
si on peut compter sur les forces et les envies des uns et des autres. Et donc, c'est elle qui parlait. Et je pense que ça a été une chose positive que je referai si l'occasion se représentait, au sens où les collègues écoutent une nouvelle personne qui a fait l'analyse avec moi, mais qui sont aussi ouverts à écouter et à mieux connaître aussi, parce qu'il y avait par ricochet un autre objectif, de reconnaître ce travail précieux que fait une agente de recherche et de planification qui est trop mal connue dans nos facultés. C'est sûr que moi, à la base, j'étais plus responsable du côté opérationnel de la stratégie, du travail, mais j'ai eu la chance de travailler avec une direction de programme qui m'a vraiment fait confiance, puis qui m'a accompagnée, mais quand même donné beaucoup de place sur le terrain. Avant même de se lancer sur le terrain, on avait anticipé les résistances, on avait réfléchi à comment on allait mener ce projet-là dans une visée d'amélioration continue avec des stratégies de gestion de projet. Puis c'est pour ça que Christine m'a beaucoup aidée dans le côté stratégique. On en avait même discuté ensemble de, OK, oui, c'est une évaluation de programme, puis c'est un projet, mais comment on gère ce projet-là avec un processus standard de gestion de projet? C'est quoi la première étape? Puis de là, mon rôle d'agente de recherche et de planification. Donc, j'ai planifié et j'ai anticipé, à quoi on allait devoir se buter peut-être, mais il devait y demeurer un bon canal de communication entre tous les acteurs. Donc, on a déterminé d'emblée des stratégies pour bien s'y prendre, avec des interventions de Marie-Claude, avec son appui, parce qu'on était face à des acteurs, des parties prenantes du programme, donc qui ont des idéologies différentes, des expertises différentes, des thèmes de recherche, des valeurs, tout est différent, des tâches différentes, une procédure, des préférences, tout. Il fallait que tout converge avec des divergences partout autour de la table. Il fallait faire naître l'intelligence collective. Oui. Et l'objectif était tout de suite de rebondir avec un atelier de travail. Donc, il fallait canaliser cette énergie à la réception des résultats. Et tout de suite, il y avait un atelier prévu. Mettre les gens en action. Donc, voici, au regard des résultats que vous venez de recevoir ou que vous pourrez approfondir, on vous place en équipe disciplinaire. Et là, on vous demande, prenez conscience davantage de où vous vous situez dans le parcours de l'étudiant. Au regard du profil de sortie, vous intervenez. Quelle pierre vous ajoutez dans le sac à dos de l'étudiant? Qu'est-ce qui arrive en amont? Qu'est-ce qui arrive en aval? Qu'est-ce qui arrive parallèlement? Alors, cet atelier-là, c'est comme une fourmilière, là, et ça a vraiment fonctionné. Et là, rapidement, on dirait qu'ensemble, ils étaient capables de nommer « Ah, on a un trou de formation ici. Oh, il y a un redoublement là. » Et là, c'est là que l'intelligence collective, elle s'activait. Et on dirait que là, les compromis étaient possibles et ça devenait pas par obligation autoritaire, directive de la direction de programme. Tout seuls, ils étaient capables de se rendre compte, on a besoin de se réaligner parce qu'il y avait un atelier prêt. Un atelier qui contribue aussi à éliminer des silos ou dès le départ, oui. Être dans la consolidation d'équipe ou dans le projet collectif, en fait, qu'on veut mener. Oui, tout à fait. Et cet atelier-là, moi, je recommande qu'il y en ait à plusieurs moments par année ou enfin, minimalement un par année pour reprendre le pouls et le contact. Et cette espèce d'exercice de mise au diapason-là, il est nécessaire. Il y avait en amont aussi des présentations qui avaient été faites à l'Assemblée départementale par Catherine. Et il y avait une belle sensibilisation. On avait déjà les résultats présentés de façon positive, tout en présentant les aspects à améliorer de façon très honnête, franche et humble. Donc, il y avait déjà une réception, il y avait déjà un travail en amont qui faisait en sorte qu'ils étaient déjà très prêts à travailler ensemble. Parce qu'une fois que ces ateliers ont lieu, il y a un suivi à faire. Et donc, là, interviennent des personnes qui ne sont pas autour de la table aujourd'hui, mais qui sont fondamentales dans le soutien d'une direction de programme et de toutes ces améliorations. C'est les nouveaux conseillers pédagogiques, et leur rôle est vraiment très, très important. Puis on dégage, j'imagine, de la vision très micro-court pour amener vers cette vision programme et du projet collectif.
C'est parce que ça te permet aux gens de prendre de la hauteur sur le programme, d'avoir une vision plus macro. Moi, je recommande aussi de leur faire adopter la vision de l'étudiant, du point de vue de l'étudiant. D'essayer de voir justement là, 18 crédits, 3 cours disciplinaires, un stage. On n'optimise pas, ou on peut nuire aux chances de diplomation. Donc, de prendre conscience du point de vue de l'étudiant, 3 exposés oraux en même temps, quand on creuse les plans de cours, est-ce optimal? Est-ce nécessaire, etc. Bon, il y a un travail de fond, puis c'est là que les conseillers pédagogiques peuvent poursuivre le travail, mais donc, de soumettre les équipes à la vision de l'étudiant, puis de ce qu'il vit, de sa posture étudiante, puis de ce qu'il vit comme étudiant, je pense que c'est une approche intéressante, un jeu intéressant à proposer aux équipes. Ça demande quand même un engagement des membres de l'équipe, ça demande du temps, ça demande du travail. Comment ils percevaient le travail à réaliser? Est-ce que c'était lourd? Est-ce qu'ils ont été parfois même réticents dans le temps que ça exigeait? Ou... En fait, moi, de mon point de vue, les équipes étaient heureuses d'être sollicitées pour... On dirait qu'ils étaient contents de voir qu'on mettait des ressources à leur disposition, heureux de constater que on dirait qu'il allait avoir des vrais changements. Oui, il y avait et qu'on allait faire quelque chose. On a beaucoup de nouveaux professeurs aussi, de jeunes professeurs qui ont aussi vécu des expériences dans d'autres universités, qui arrivent avec leur expérience, donc qui sont contents de dire « Ah oui, mais moi, j'avais quelque chose à dire, j'avais une idée de changement, puis là, vous me dites que je peux le faire. » Fait que de l'enthousiasme, j'ai pas senti beaucoup de négatif. Non, c'est vrai, on était prêts. On avait des commentaires des étudiants, des étudiantes, comme le disait Christine, être à l'écoute des étudiants, je pense aussi que c'est un incontournable. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a bien avancé, et le travail continue, c'est que le rôle du vice-décanat, le rôle des agentes de recherche et le rôle de la gestion des études, aucun de ces rôles, ou du conseiller pédagogique, aucun ne mettait des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que on était tous en mode avec le même objectif d'améliorer le programme de formation. Et ça a été très important. Le sondage apporte des réponses de tout ordre. Il y a aussi comment les étudiants, les étudiantes valorisent ou non la gestion des études. Donc, il y avait une confidentialité très importante à suivre tout au long du dépouillement des données, des résultats. On travaillait tous avec nos différents rôles, mais en étant tous présents tout au long de la démarche. Et hyper complémentaires. Voilà, complémentaires. Et en sachant que la gestion des études avait des informations qui étaient très importantes, essentielles, nécessaires lors de nos réunions. Donc, il fallait aussi tenir compte de son agenda, de son calendrier pour céduler une rencontre. Et ça a été très important. Donc, je reviens au rôle des étudiants et des étudiantes. Ce qu'ils ont dit dans le sondage, oui, mais aussi ce que la conseillère savait. Il y a plus d'étudiants adultes dans nos programmes dernièrement. On a progressivement plus de candidates qui viennent de l'étranger. Et il y a aussi des nouveaux problèmes, des nouveaux besoins. On se rend compte, par exemple, que nos cohortes actuellement expriment beaucoup plus d'anxiété que ce que cela a été avant la pandémie. Bref, on doit être à l'écoute de ces nouveaux besoins, de ces nouvelles choses qui leur arrivent, de cet environnement. Comme le soulignait Christine tout à l'heure, la pénurie d'enseignants, c'est pas un élément mineur, c'est vraiment majeur. On a beaucoup de répercussions par rapport à cette pénurie et être à l'écoute donc de ces besoins des étudiants et des étudiantes, puisque cette pénurie faisait en sorte que s'ils ont des contrats, ça veut dire que leur métier d'étudiant change, qu'ils sont très sollicités, faire attention à ne pas les brûler trop à l'avance, de ne pas les brûler, ça veut dire qu'ils puissent même arriver à un état d'épuisement avant même de commencer leur profession, absolument, puisqu'ils sont quand même encore des étudiants. Donc, écouter et tenir compte de cette configuration, de ce contexte actuel, c'est vraiment quelque chose de très important. Est-ce que c'est difficile d'écouter les besoins, de les accueillir, ces besoins diversifiés, de les analyser en équipe, puis d'y répondre?
Mais c'est là aussi la force de l'équipe. Lorsque la gestion des études peut être trop fatiguée par les mêmes requêtes, se dire « Et pourquoi donc ? Est-ce que c'est plus habituel maintenant ? Est-ce que c'est plus fréquent qu'auparavant ? Est-ce que ça a toujours été comme ça ?» Et là, en parlant, on désamorce et on se dit « Ne faudrait-il pas réfléchir à ce qui est en train de se passer ?» Et puis, je reviens aux ressources. On a une autre ressource qui est très importante, qui est le soutien de proximité. Et ça a été une idée apportée par un autre programme, qui est le BPEP, donc le baccalauréat en éducation au préscolaire et enseignement au primaire, qui s'était rendu compte en écoutant les étudiants et les étudiantes qu'il y avait des besoins très forts que ne pouvait combler la direction de programme, qui était d'être à l'écoute de ces situations personnelles très particulières et très difficiles à surmonter. Et cet intervenant de proximité, on a le centre d'aide aux étudiants qui est vraiment, qui fait une labeur vraiment très importante pour tous les étudiants et étudiantes sur le campus, mais il fallait quelqu'un de plus proche, de plus proximal. Et ça a tellement bien réussi que maintenant, on l'a pour le BES, pour la maîtrise aussi en enseignement secondaire, et on l'a aussi, toutes les autres unités ont à présent quelqu'un qui vient offrir cette aide. C'est quand même énorme de compter sur tellement de personnes qui gravitent autour d'un programme, et ça, c'est aussi un atout. Oui. Puis c'est oser s'entourer. Oser connaître ces actrices et ces acteurs, oser leur donner des rôles, reconnaître leurs rôles, collaborer ensemble. C'est pas toujours, évident dans le quotidien. Il faut s'offrir ces temps-là, mais on gagne du temps à s'offrir du temps, j'imagine. Ben oui, absolument. C'est de mettre des filets de sécurité pour des besoins, mais qui servent l'objectif ultime, diplômer un maximum d'individus, d'étudiants, de breveter le maximum. Nous, nos programmes, ils donnent le brevet. Alors, de mettre les conditions gagnantes en soutien au bien-être, en soutien plus opérationnel, mais on réunit les ingrédients pour diplômer le maximum et donc d'aider sur le terrain à fournir des ressources nécessaires. Oui. Ce soutien-là, on revient à la notion de silo, de décloisonnement. Donc, on a des besoins étudiants, on a aussi des besoins enseignants, des membres du corps professoral. Briser les silos, c'est pas simple non plus. On entoure la réflexion, on entoure les actions. Est-ce qu'il y a eu des étapes stratégiques, des éléments où vous avez dit, hey, là, on voit le décloisonnement émerger, on voit que ça avance? Est-ce qu'il y a des petites pistes que vous dites, ça, c'est vraiment gagnant à mettre de l'avant? Oui, asseoir tout le monde autour de la table. Se parler. Asseoir tout le monde autour de la table avec des outils tangibles. Les accompagner aussi, peut-être de se séparer, là, ceux qui sont dans le côté plus planification, opération, pour les accompagner, aller les voir, leur parler, puis leur dire, bon, ben, vous, avec votre voix, on aimerait que ça donne tel résultat, ou voici les objectifs. Et bouger des cours avec eux, ouvrir les plans de cours, regarder le cheminement du programme, regarder les liens entre les contenus disciplinaires, psychopédagogiques, didactiques, donc de voir où est leur place. On a, en cours de route, il y a un membre d'une équipe qui m'a dit « Ah, c'est la première fois que je vois que l'étudiant suit aussi tel cours, dans sa discipline, en psychopédagogie, en pédagogie, en didactique. » Donc, on m'a nommé « Ah, OK, c'est la première fois que je constatais ça. » Il y avait une méconnaissance du parcours réellement. Pour certains, oui, bon, évidemment, il y a des oui. professeurs que ça fait 20 ans qui interviennent dans ces programmes-là et même plus. Donc, bon, évidemment, ils connaissent, là, mais pour certains, il y avait, parfois on ajoute des cours, parfois on enlève des cours. Donc, il y avait une certaine méconnaissance. On s'assoit avec eux, on discute, puis que là, ils réalisent que on partage leur vision aussi, qu'on les respecte, qu'on les valorise. Bien là, ils veulent travailler, ils veulent s'y mettre. Puis là, on va leur dire, bon, mais j'ai besoin de tel changement. Pas de problème, Catherine, pas de problème, Marie-Claude. Je te fais ça. Là, je t'envoie un courriel, on en discute, je t'envoie un courriel, je te fais ça dans les prochains jours. Donc, ça mobilise beaucoup, là. Ça mobilise, oui. Et il y a eu des gains.
Et donc, quand il y a des gains, il n'y a pas de résistance. Oui, absolument. Et il y a eu des gains, par exemple, des cours qui étaient de 2 crédits, il fallait qu'ils soient de 3 crédits. Il y avait des cours qui n'existaient pas et qu'il fallait monter, des nouveaux cours. Mais on les a pas laissés seuls. Nos collègues sont très contents de pouvoir se dire, bon, vous avez mis à jour des difficultés dans le programme, des faiblesses. Vous êtes en train de mettre en œuvre les changements. Je fais partie du changement, mais vous m'offrez aussi du soutien pour pouvoir réaliser ces changements. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas eu de résistance, puisque c'est plutôt des gains que nos collègues ont obtenus. Ils comprennent la force du projet collectif, oui, plutôt que de la perte individuelle. Oui, la nécessité de faire des compromis. Voilà. Quand on met l'étudiant au cœur de nos préoccupations, de toute façon, on porte vers ça. Oui, pour le bien du programme, le bien collectif, effectivement, tout passe par la capacité à bien expliquer les raisons dans la transparence pour démontrer que le gain, il va peut-être être plus long à percevoir pour l'individu, mais pour l'ensemble du programme, la formation, la profession, mais c'est le bon chemin à prendre. Mais là, on met le filet de sécurité, de soutien, tu auras le temps, on va te mettre des ressources. Donc, c'est pas seulement tu as un changement à opérer, bonne chance, là. Tu sais, on donne le soutien, là. Puis c'est un travail qui a été fait en plusieurs phases aussi là, et qui est loin d'être terminé. C'est-à-dire que on savait que Marie-Claude allait terminer son mandat bientôt. On a fait les choses tranquillement. On a bien planifié, mais on a réalisé des phases. Et puis là, on a juste la première phase qui est terminée, en fait, et qui sera mise en place à cet automne, à l'automne 2024. Mais il y a une deuxième phase qui est prévue pour l'automne 2025. Et c'est là qu'il va y avoir des travaux pendant l'année avec la nouvelle direction de programme qui va prendre la place de Marie-Claude, donc qui va arriver dans un nouveau terrain de jeu. Mais justement, dans tous ces changements-là, c'est là qu'on se disait en discutant tout ensemble il y avait une nécessité de travailler en approche programme parce que ça nécessitait des changements majeurs et c'était le moment de dire, on veut rallier tout le monde. Ça nous prend des principes, ça nous prend une vision de base. Donc, faisons de ce programme, faisons des travaux conformes à l'approche programme avec la multitude d'acteurs puis de parties impliquées dans ce programme, dans ces programmes-là, dans notre faculté. On ne pouvait pas passer à côté de ça. Donc, il y a beaucoup à venir encore. Puis, on est encore là, à l'amorce de ce projet-là, mais pour l'instant, ça se déroule vraiment très bien. Marc-Claude va conclure son mandat avec beaucoup de fierté, j'espère. Oui. Alors, en t'écoutant parler, je me disais, oui, effectivement, et on fait le bilan de façon très habituelle en sciences de l'éducation en général. Et donc, je faisais le bilan avec des choses réalisées, des choses en voie de réalisation, des choses où j'aurais aimé avoir plus de temps pour les faire. Mais nous sommes dans une situation qui est tout à fait différente qu'il y a 4 ans. Bien évidemment, il y avait une pandémie et donc on était vraiment dans un passage très, très difficile. On est un programme qui est très vivant, comme tous les autres programmes. C'était un certificat qui certifiait à la profession enseignante, qui est devenu un bac, qui est devenu un bac de 4 ans, pas un bac de 3 ans, avec les stages, donc une partie théorique, une partie pratique qui doit être articulée, avec des collaborations avec les autres voies, un bac intégré, donc qui forme en mathématiques, mais aussi à l'enseignement des mathématiques, aux sciences et technologies, mais aussi à l'enseignement français, histoire, géo, et puis un nouveau programme. On a abandonné le cours d'éthique et culture religieuse et on en a fait un nouveau. Donc un changement, un programme vivant en changement avec énormément de pression vis-à-vis de ce qui se passe dans le ministère de l'Éducation, les enjeux de pouvoir qu'il y a derrière, la pluralité des visions, mais la possibilité d'avoir des directives beaucoup plus autoritaristes qu'auparavant. Donc un milieu qui est difficile en ce moment, qui peut décider d'avoir un autre type de formation. Donc il faut pas se leurrer et dire c'est un programme vivant et très intéressant, on jubile. Il y a beaucoup d'enjeux
politique difficile et économique, mais en même temps, c'est un défi important à relever. Et donc, une des choses qui me rend fière, Catherine, c'est de savoir qu'au moment où on m'a proposé le mandat, on a fait certainement plus un tour de table. Et on ne trouvait pas une personne qui veuille bien faire la direction d'un tel programme avec tous les défis qu'il comporte. Il y avait eu des épuisements professionnels auparavant. Il y avait eu une direction par intérim pendant longtemps parce qu'on ne trouvait pas la personne. Et j'ai accepté. J'ai accepté, et ce qui me rend fière maintenant, c'est que pour trouver la relève, on n'a pas eu de difficultés. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que parce que le programme est vivant et il est dans des perspectives d'ouverture et de transformation. Vers l'avenir. Exactement. Il est tourné vers l'avenir. Donc, ma collègue aura des nouveaux défis à relever. Les choses ne sont pas simples, mais elle a toute une équipe et les voies sont ouvertes. Mais c'est quand même très apprécié et stimulant de savoir qu'il y a une collègue qui a dit oui, je le veux, même si elle était directrice d'un autre programme et elle voulait renouveler parce qu'elle est très contente dans la direction de son programme, mais elle a vu toute la nécessité, l'ampleur du travail et le besoin de s'impliquer et, comme tu l'as dit tout à l'heure, la valeur de l'engagement. Donc, une personne engagée. Et donc, je lui souhaite vraiment une belle direction pour les 4 prochaines années. C'est une belle suite. Oui. Et ça, c'est installer une culture de changement. Oui. Je pense que c'est le legs que Marie-Claude va laisser. Elle a ouvert les valves, elle a bien justifié l'importance du changement, elle a sécurisé les troupes, et là, elle passe le témoin, et les gens sont présentement dans une posture transformationnelle. Oui. Et ça, c'est bien pour l'équipe, là. C'est vraiment un leg très précieux là, qu'elle laisse, là. Je voudrais mentionner aussi l'importance de nos associations étudiantes. Donc, on a une association étudiante qui est la ESUL, qui est très vivante, très dynamique. Et c'est très important pour la direction de programme et pour cette approche programme de s'entretenir avec eux, de les écouter, de leur donner la place aussi lors des comités de programme. Et donc, je veux aussi souligner cette écoute attentive à ces représentants étudiants et étudiantes. Dans nos résultats, ils ont dit, par ailleurs, que l'association était vraiment importante et avait beaucoup contribué à ce sentiment d'appartenance au programme. Donc, elles sont très importantes, les associations étudiantes, en tout cas la nôtre. Ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires. Que tous ceux qu'on a nommés précédemment. Oui, tout à fait. Est-ce que, en terminant, vous auriez des recommandations pour des collègues d'autres programmes qui amorcent comme ça une démarche de transformation, réalignement, amélioration, dans des étapes stratégiques clés là, que vous avez vécues? Ou c'est l'avenir? Est-ce que vous en avez des coups de cœur ou des recommandations importantes? C'est un dossier qui est mené par la direction de programme. J'étais nouvelle, mais j'avais la volonté, et évidemment, ça a connecté avec Marie-Claude. J'avais la volonté de m'impliquer, de travailler, de prendre les choses en main, évidemment, parce que je suis une passionnée. Là. Je veux dire, c'est ça, l'éducation, c'est ma passion, c'est ma vocation. Et j'ai encore le cœur dans les écoles, donc je voyais ça, puis je me disais, bon, mais c'est parfait, c'est un beau travail pour moi. Marie-Claude, je veux m'impliquer. Il faut offrir nos services. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je suis au service de ma faculté. Donc, j'offre mes services à la vice-doyenne, mais aux directions de programme. Donc, d'offrir ce soutien-là, Marie-Claude m'a donné sa confiance. Ça a mené à des beaux travaux. Mais sinon, évidemment, il y a plein d'autres choses à nommer, des points très importants, des conseils. Là. Je vais vous laisser... S'entourer. Je pense qu'il faut dresser un plan, là, clairement, là, parce que c'est costaud, mais il faut faire connaître ce plan. Ça contribue à rassurer les équipes, à voir que, OK, il y a un capitaine, il y a une vision. Prendre le temps qu'il faut là, au départ pour identifier là, quelle est notre vision. On se rappelle qui on est, qui nous sommes, où on va. Et de rappeler ça, puis de le faire connaître, ce plan, aux équipes. Ça, c'est extrêmement important.
La planification de notre projet. Oui. Avec la destination, la même destination pour tous. Oui, oui. On voit bien que c'est les agentes de recherche et de planification qui parlent. En tant que direction de programme, déjà accepter de prendre un mandat, c'est déjà oser mettre de côté des projets personnels en tant que chercheuse, en tant que prof, pour aider, soutenir le collectif. Donc, encourager des collègues à être audacieux et à accepter cela. À un moment de la carrière, on ne le fait pas au début, évidemment, mais une fois qu'on connaît suffisamment les rouages et qu'on a quand même eu déjà des satisfactions dans le volet enseignement et de recherche, de prendre cette voie de service. Je pense que c'est une voie de service. Absolument. Et ensuite, une fois qu'on le fait, continuer dans cette veine de décloisonnement. Et là, c'est vraiment aller vers des approches participatives et faire confiance à l'équipe, connaître toutes ses ressources, savoir qu'on n'est pas seul et savoir faire confiance dans ces personnes qui nous entourent, comme on l'a dit tout au long de nos échanges aujourd'hui. Ah oui, c'est très gagnant, c'est ça. Fixer des moments pour discuter en personne. Tout le monde est occupé, mais fixer des après-midi, rendre ça convivial, café, collation, peu importe. Dîner aussi, les professeurs, des fois, ils ont des moments libres le dîner. Donc, manger tous ensemble pour discuter, revenir aux objectifs, à notre vision, puis avancer. Mais il faut être ensemble. Faut fixer, en faut relation, s'arrêter, hein? Ouais, vraiment. tout le monde ensemble, pour travailler en commun. Votre expérience est hyper enrichissante. J'espère qu'elle aura intéressé notre auditoire. Merci Catherine, merci Marie-Claude, merci Christine de votre grande générosité. Merci d'avoir été là. Chères auditrices, chers auditeurs, à tout bientôt. Merci beaucoup.